La démographie, c'est le destin, disait le philosophe Auguste Comte. Si cette maxime est vraie, alors le destin de la France est plutôt menacé, puisqu'à nouveau, les chiffres de la natalité sont sans appel. Celle-ci ne cesse de chuter dans notre pays à nouveau. En 2024, on a fait moins d'enfants, un plancher historiquement bas, jamais atteint depuis 1945. Alors, quelles sont les conséquences économiques et civilisationnelles de ce déclin démographique? Est-il possible de l'enrayer? Et si oui, avec quelles solutions? On en débat ce soir dans le club Le Figaroïdé avec mes trois invités. Bienvenue. Bonsoir à tous les trois et bienvenue dans ce club Le Figaroïdé. Maxime Sbailly, vous êtes économiste, vous êtes l'auteur de ce livre Les balançoires vides, le piège de la natalité qui vient de sortir opportunément alors que les chiffres de l'INSEE sont tombés cette semaine, où vous faites un peu un panorama de cette crise de la dénatalité qui touche l'ensemble du monde, pas seulement la France, mais vous vous attardez effectivement sur l'aspect qu'elle prend en France et ce qu'elle implique comme conséquence. On va en parler tout de suite dans notre émission. Bienvenue. Merci. Nicolas Pouvremonty, vous êtes directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, qui a publié plusieurs études sur cette question de la démographie, notamment sur la politique familiale. Évidemment, on parlera de ce lien qu'il existe entre la dénatalité et l'immigration, qui sont évidemment deux sujets qui sont liés. Anne de Guigné, bonsoir. Vous êtes journaliste au Figaro en charge de la politique économique et vous intéressez de près à ces questions de natalité, de retraite. On va en discuter notamment sur les conséquences économiques de ce déclin de la natalité. Alors, je voudrais revenir rapidement sur les chiffres, effectivement, les chiffres de l'INSEE qui sont tombés cette semaine et qui n'ont pas étonné grand monde, qui disent qu'il y a un nouveau recul des naissances, naissances qui sont au plus bas depuis 1945. En France, en 2024, il y a eu 663 000 bébés, 2,2% de moins qu'en 2023. Et il y a eu surtout, depuis 2010, année du dernier pic des naissances, plus de 20% de naissances en moins en France en 15 ans. C'est absolument énorme. L'indicateur de fécondité, lui, a reculé à 1,62 enfants par femme, après 1,66 en 2023. Il n'a jamais été au plus bas depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Maxime Sbailly, vous avez pris connaissance de ces chiffres, évidemment. J'imagine qu'ils ne vous étonnent pas. On peut dire que c'est la fin de l'exception française en matière de natalité ? Oui, c'est la fin d'une illusion qu'on avait, qu'en France, on était le pays qui résistait encore à la dénatalité mondiale, puisque c'est un mouvement qui est mondial, qui concerne aussi nos voisins, les pays riches occidentaux, et pas que d'ailleurs, tous les continents. Et on pensait pendant longtemps que la France était le pays des familles, le pays des bébés, avec une politique familiale très forte, la plus généreuse d'ailleurs de l'OCDE, quand on regarde les moyens qui sont mis en œuvre. Et c'était vrai jusqu'à 2010. Et puis ensuite, 2010-2011, on commence à avoir une inflexion des naissances. Et depuis, en fait, elles n'ont fait que chuter. Alors, il y a eu 2021 où il y a eu un tout petit rebond, mais qui est juste un décalage calendaire des naissances. Mais en gros, ça fait maintenant presque 15 ans que les naissances baissent année après année. Vous l'avez rappelé, ça fait presque 20% de baisse quand même en 15 ans. C'est énorme. Et le problème qu'on a, c'est que plus ça dure, et plus ça devient difficile en fait de rebondir. On le voit dans d'autres pays, en Italie ou au Japon, c'est des pays qui en fait sont dans un processus de dénatalité beaucoup plus avancé que nous. Et en fait, avec le temps, de moins en moins d'enfants, c'est de moins en moins d'écoliers, c'est de moins en moins d'étudiants, c'est de moins en moins d'actifs, ça pose des problèmes économiques. Mais c'est aussi de moins en moins de futurs parents, vous voyez, pour faire des enfants par la suite. Et donc en fait, vous rentrez dans un espèce de cercle vicieux duquel il devient de plus en plus difficile de sortir. Et ça renforce aussi un phénomène qui là est aussi très nouveau, c'est le vieillissement de la population. On a une population qui n'a jamais été aussi vieille, qui n'a jamais vécu aussi longtemps. Ce sont des progrès médicaux, scientifiques qui sont les bienvenus, mais qui pèsent aussi très lourdement sur les économies et sur le modèle social. Et donc, en fait, on a un baby bust avec un papy boom. Baby bust. Alors, excusez-moi des anglicismes. Baby bust, donc c'est un crash des naissances, une chute assez vite, assez rapide et prononcée des naissances, et en même temps une hausse de la population âgée en France qu'on n'a jamais vécu. Donc c'est en fait deux phénomènes qui sont corollaires, mais qui en fait arrivent au même moment et qui font qu'on est dans un régime démographique en fait inédit, sans précédent dans une très longue histoire. On ne s'est jamais retrouvé dans cette situation-là. Et juste à 1,6, on est dans la moyenne des pays européens. On est à quel niveau? On est plutôt dans les pays qui sont
sortent encore bien, au milieu, à la fin Alors si on regarde les taux de fécondité, on est plutôt dans la fourchette haute, je parle sous votre contrôle, par rapport aux pays riches, mais vous savez, cette maxime de Talleyrand, quand je me regarde, je m'inquiète, et quand je me compare, je me rassure. On peut toujours se rassurer en allant voir l'Italie qui sont à 1,1, la Corée du Sud qui a 0,7 enfants par femme, mais en fait la tendance elle est là, la chute on la voit, elle se matérialise, elle se matérialise dans nos écoles, elle se matérialise dans nos territoires. La décroissance démographique, elle existe en France, elle commence à mordre dans plein d'aspects de la société, et donc je pense qu'il faut surtout regarder par rapport au point de départ qui était 2,02 dans les années encore 2010, dans les années 90, la chute elle est assez vertigineuse. Et comme je l'ai rappelé, en fait, c'est difficile ensuite de rebondir. C'est très très compliqué de se remettre à faire des enfants. Et, on va en reparler sur les... On peut mettre tout ce qu'on veut en place. C'est extrêmement compliqué parce que c'est intime de faire des enfants, de décider d'une naissance. C'est quelque chose qui est influencé par tellement de facteurs que c'est très difficile à contrôler pour les pouvoirs publics. Nicolas Prouvomonti, quel regard vous jetez, vous, sur ce phénomène nouveau? Est-ce que, selon vous, vous êtes responsable de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, est-ce que la démographie qu'on a encore actuellement, selon vous, elle est portée aujourd'hui essentiellement par l'immigration? En tout cas, ce qui est certain, c'est que le solde naturel, c'est-à-dire abstraction faite des phénomènes migratoires, se réduit de manière très nette ces dernières années. Vous pouvez expliquer ce que c'est que le solde naturel? Oui, le solde naturel, c'est la différence entre les naissances et les décès sur un territoire, sur une période donnée. Et si on regarde les naissances, on se rend compte qu'en 2023, pour la première fois, plus de 30% des naissances en France ont été issues d'au moins un parent né en dehors de l'Union européenne. Donc en la matière, il y a vraiment des dynamiques de fécondité, de natalité plutôt contradictoires. Depuis l'an 2000, le nombre annuel de naissances d'enfants dont les deux parents sont nés en France a baissé de 28%, et le nombre de naissances dont au moins un parent est né hors de l'UE a augmenté de 36%. Donc aujourd'hui, notre fécondité est portée en partie par l'immigration. C'est ça. En fait, la population est portée à la fois par le sol migratoire, qui est positif, mais aussi au sein du sol naturel, il y a, du fait de cet effet de natalité issu de l'immigration, un effet secondaire finalement des flux migratoires. Anne de Guigné, est-ce que vous avez le sentiment que cette question de la natalité est une question qui est peut-être sous-estimée par les pouvoirs publics aujourd'hui, alors qu'elle est fondamentale, elle est là sous nos yeux? Maxime Bailly, dans son livre, dit que c'est un phénomène au moins aussi important que le réchauffement climatique ou que le bouleversement technologique. Est-ce que vous pensez que c'est sous-estimé aujourd'hui? Oui, très clairement. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que avant même le livre de Maxime, qui va tous nous éclairer, il y avait quand même quelques données sur le sujet, et on sent ce phénomène démographique, donc il est quand même connu depuis quelques années, depuis 10 ans, et on voit bien que c'est un peu un impensé de la politique. Donc très clairement, moins d'enfants, ça veut dire dans 20 ans, moins de consommateurs, moins de personnes pour travailler, moins de richesses produites, donc les impacts sont cruciaux sur l'économie. Et c'est vrai qu'on en parle très peu. Et en revanche, vous avez beaucoup de débats, de livres, de réflexions, par exemple sur l'impact de la technologie sur le marché du travail, sur le fait que les robots vont remplacer peu à peu les salariés, et l'idée, donc attention, que la fin du travail, que va-t-il se passer? Et on voit en fait, non, le sujet, c'est pas tant celui-là. Ceci, au final, de l'autre côté, vous avez de moins en moins de personnes qui travailleront. Donc, en fait, il y aura la question du chômage, elle se pose très différemment. On voit qu'il y a beaucoup de réflexions sur cette idée qu'il y aura moins de travail, moins de travail disponible, mais sur le fait qu'en face, en fait, il y aura moins de main-d'œuvre. Il y a très peu de réflexions. Donc c'est assez étonnant. En effet, c'est clairement un impensé. Là, Emmanuel Macron, lors de son discours de l'année dernière, s'en est emparé à nouveau. Je crois que c'était en janvier dernier. C'est ça, en janvier. Donc on n'a pas mesuré les effets encore, peut-être qu'on les mesurera, peut-être que les gens se sont mis à procréer, mais comme c'est 12 mois après, on va voir un peu ces décalages. On verra peut-être un peu plus tard, mais je ne suis pas sûre que le pouvoir de la parole présidentielle était si marquant. Effectivement, au pays, sur les fondamentaux économiques, Eugénie, vous avez clairement raison, on n'en parle pas assez. Évidemment, les sujets sont super vastes, les retraites, les sujets de tout notre système de sécurité sociale dépend de la démographie. Enfin, absolument tout dépend de la démographie. On va en reparler, mais je voudrais revenir sur le constat. C'est vrai que pendant longtemps, on a eu des prédictions catastrophiques sur ce qu'on appelait la bombe démographique, notamment de la part de certains milieux écologistes qui disaient le problème numéro 1, ça va être la surpopulation mondiale qui va impacter effectivement l'environnement, on va manquer de ressources. Ça, c'était un grand discours dans les années 70. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit l'inverse qui se produise et qu'est-ce qu'on n'a pas anticipé, qu'est-ce qu'on n'a pas vu et comment on n'a pas pu prévoir un tel déclin démographique selon vous? Alors il faut faire la différence entre échelles, c'est-à-dire que si on parle au niveau national,
on n'est pas encore en décroissance démographique en France. Ouais. On va bientôt l'être parce qu'effectivement, comme vous l'avez rappelé, le sol naturel est quasiment négatif. On n'est vraiment pas loin. Hein. C'est une question d'années. 17 000, je crois, dans les nouveaux chiffres. Donc 17 000 Français de plus. La différence entre les naissances et les décès n'est plus que de 17 000. Donc c'est quasiment rien. On rentre presque dans la marge d'erreur. Et donc là, on va basculer dans une forme de décroissance démographique qui ne pourra être que compensée par l'immigration, si on veut la compenser par l'immigration. Au niveau mondial, ce qui est intéressant, c'est qu'on pensait effectivement dans les années 60-70, le vrai sujet, c'était la bombe P, la fameuse bombe P, de Population Bomb, de Paul Ehrlich, 68, qui était le grand livre de la grande peur de la surpopulation, qui disait, en fait, les humains vont se multiplier et il n'y aura plus assez de place pour tout le monde et ils vont tous mourir de famine, on n'aura pas assez de ressources, on n'aura pas assez de place. Ça s'est avéré faux. Pour plein de raisons. Déjà parce que le monde s'est développé, parce que la pauvreté extrême, on a tendance à l'oublier, mais elle a été divisée par 3-4 en l'espace de 50 ans, parce qu'il y a eu l'urbanisation, parce que l'éducation des femmes y a contribué, l'émancipation des femmes, le droit des femmes. Et donc tous ces éléments-là ont fait que plus les pays se sont enrichis, plus la liberté a gagné du territoire, plus le taux de fécondité mondiale a commencé à baisser. Et en fait, en l'espace de 60 ans, il a été divisé par 2. C'est énorme, hein, c'est une révolution dans l'histoire de l'humanité de voir de manière aussi rapide les femmes faire de moins en moins d'enfants, ça n'est jamais arrivé. Aujourd'hui, on est quasiment sur le seuil de renouvellement des générations au niveau mondial, qui est de 2,3. 2,3, c'est en fait, en gros, le nombre moyen d'enfants nécessaires par femme pour que chaque génération soit de la même taille, la suivante soit de la même taille que la précédente. Et donc, en fait, de manière assez naturelle, de manière assez libérale, je dirais même, ces taux de fécondité se sont effondrés. La question, c'est jusqu'où ça va aller. Parce que autant dans des continents comme l'Asie ou l'Afrique, on pouvait s'attendre, ça s'appelle la transition démographique, on sait que la mortalité commence à chuter, la natalité ensuite chute et suit, et donc on fait avec le temps moins d'enfants. Autant là, la vraie question qui occupe les démographes, les économistes, c'est jusqu'où ça peut aller. On pensait que on pourrait rester autour de 2, de 1,5, qu'en gros il y aurait une espèce de plancher un peu magique de fécondité qui faisait que les générations allaient toujours se renouveler. Aujourd'hui, on est en train de se réveiller de cette illusion-là. Le Japon est en plein dedans. Le Japon ne sait plus comment faire des bébés. Ils ont quasiment plus d'enfants. Ils perdent de la population. Ils vont perdre la moitié de leur population d'ici la fin du siècle. La moitié de la population, selon les projections de l'ONU. La Corée du Sud va perdre les 3/4 de sa population. Donc on est quand même sur des trajectoires d'extinction démographique. Et donc là, c'est vraiment, ça devient une vraie préoccupation qui dépasse carrément le cadre économique ou social. Là, ça devient vraiment l'avenir du pays qui est en question. Et donc ça, c'est une question auquel, honnêtement, personne n'a vraiment la réponse. Jusqu'où ça peut aller. Alors on voit effectivement les pouvoirs publics qui essaient de mettre de l'argent, qui essaient de faire plein de mesures, mais pour l'instant, aucun pays dans le monde n'est durablement arrivé à faire rebondir son taux de fécondité. Ça, on va en reparler. Une fois qu'on arrive à un niveau très bas. Et vous dites d'ailleurs que les enfants qui grandissent à l'école aujourd'hui seront peut-être les premiers à voir une chute de la population mondiale, ce qui n'est pas arrivé depuis la peste noire. À la fin du Moyen-Âge, en fait. D'ailleurs, ça serait une baisse volontaire de la population mondiale. Les projections, je dis bien projections, c'est pas des prévisions, c'est des projections parce qu'en matière de démographie, on peut faire varier toutes les hypothèses et il peut y avoir plein de choses qui arrivent et qui changent les trajectoires. Mais en gros, quand vous regardez les études les plus sérieuses sur le sujet, entre 2040 et 2090, la population mondiale va s'infléchir et commencer à baisser de manière volontaire, effectivement, non pas par un élément extérieur de mortalité, mais simplement parce que les humains font de moins en moins d'enfants. Nicolas Pour-Montier, est-ce que finalement le fait que la chute de la natalité va arriver partout, y compris dans les pays d'Afrique et dans les pays d'où proviennent l'immigration aujourd'hui illégale, va pas finalement être une solution à l'immigration, puisque au bout d'un moment finalement les flux vont se tarir, puisque dans ces pays la surpopulation va chuter dans ces pays? Oui, enfin, ce qui est certain, c'est que ça tassera un certain nombre de problèmes. À ce jour, le déséquilibre entre la basse pression démographique européenne et la haute pression démographique africaine, ou de ce qu'il est convenu d'appeler le Sud global, est clairement un facteur à l'œuvre derrière les flux migratoires. C'est-à-dire que le continent le plus vieux du monde, le nôtre, se trouve à quelques encablures du continent le plus jeune du monde, qui est l'Afrique. L'Afrique, dont l'indice de fécondité est maintenant autour de 4,1 enfants par femme, il a baissé. Dans les pays d'Afrique du Nord, il est autour de 2,3, 2,4. Il reste un certain nombre de pays subsahariens francophones, comme le Mali, le Niger, où l'indice de fécondité reste très élevé, 6 enfants, 7 enfants par femme, avec des écarts de niveau de vie très forts. C'est-à-dire que l'écart de niveau de vie entre le Mali et la France, il est de l'ordre de fois 50. Donc on a à la fois une population africaine très nombreuse, avec des perspectives économiques limitées dans l'immédiat, et finalement les difficultés migratoires, elles sont dans les décennies qui viennent. Elles sont dans cette période finalement de déséquilibre entre l'hiver démographique européen, cet hiver démographique qui renvoie au fait que globalement, depuis les années 70, les pays développés ne renouvellent plus leur population, et la queue de comète du printemps démographique africain qui s'orientera aussi évidemment vers une baisse de la fécondité.
Anne de Guigné, vous pensez que l'économie joue un rôle dans le fait que les gens aujourd'hui font moins d'enfants, notamment dans les pays développés, en France par exemple? Parce qu'effectivement, on pourrait se dire c'est les moyens de contraception, mais ces moyens de contraception existent depuis les années 60-70 et on voit que la chute brutale, elle arrive à partir des années 2010. Donc est-ce que la conjoncture économique, selon vous, le fait qu'on soit dans une période de crise, peut-être de récession, même si on n'est pas vraiment en récession, d'endettement, est-ce que tout ça joue sur la perspective effectivement d'avoir des enfants, selon vous? Oui, j'ai l'impression, comme le disait Maxime, c'est avant tout un choix évidemment très intime d'un couple d'avoir un enfant. Mais ce qu'on remarque, c'est que la période en France où il y a eu beaucoup d'enfants, c'est quand même les 30 glorieuses, donc un moment de prospérité, d'espoir. Et c'est sûr que le fait d'être en récession, évidemment, on voit une corrélation, en tout cas difficile de dire si vraiment tend à limiter les projets d'enfants, les naissances, tout simplement. Et après, très concrètement, la crise de l'immobilier a un effet évident. Aujourd'hui, dans les grandes villes, il y a une vraie crise de l'immobilier. Et on voit beaucoup, c'est assez mesuré, beaucoup de retraités qui restent dans de grands appartements et de familles et 2-3 enfants. Parce que voilà, c'est interdit sur ce plateau. Non. On apprécie beaucoup par ailleurs, et de familles et 2-3 enfants qui peinent à se loger. Et ça, c'est évident. Une famille de 2 enfants, le 3e enfant, c'est beaucoup une question d'immobilier. Vous pouvez mettre 2 enfants dans la même chambre, la 3e, c'est assez compliqué. Et la question de la crise immobilière, je pense, a un impact très clair. Donc ça, l'immobilier joue. Après, les revenus, oui, le fait que les revenus du travail aujourd'hui tendent à stagner, que le niveau de vie bouge très peu en France. Vous savez, surtout vous avez les perspectives, quand vous êtes salarié aujourd'hui, un SMIC, un peu plus d'un SMIC, vos perspectives d'augmentation de votre niveau de vie sont extrêmement tassées et les gens en ont bien conscience. Donc c'est peut-être un peu plus compliqué d'envisager d'élever des enfants jusqu'à 20 ans. Maxime, je crois que dans votre livre, vous dites de 0 à 20 ans, le coût d'un enfant, c'est 120 000 euros. Ça a été évalué à 180 000 euros. Si on prend effectivement de 0 à 20 ans. Aucun parent ne mesure ça. C'est beaucoup plus, en fait, en vrai. Parce que, aucun parent n'a en tête ça, mais forcément, quand vous avez l'idée que votre niveau de vie ne va pas augmenter d'ici 10-15 ans, quand même, je pense que vous vous sentez responsable, évidemment, de ces futurs enfants, et que ça limite forcément... c'est évident que l'environnement économique joue. Après, il faut être modeste. À quel point, comment? Je pense que l'immobilier, on peut être assez carré. Le reste, évidemment qu'on ne mesure pas quand on lance un enfant exactement le rendement. Oui, est-ce qu'il y a un paradoxe justement, parce que finalement on dit que l'économie a un impact sur la fécondité et en même temps ce sont souvent les populations les plus pauvres qui font le plus d'enfants, finalement celles qui ont le moins de moyens. Comment on explique ce paradoxe? Pourquoi si les pays les pays riches ne font pas plus d'enfants puisqu'ils ont plus de moyens oui, alors ça, à disposition? C'est un paradoxe qu'un économiste qui s'appelle Gary Becker a essayé un peu de creuser, et en fait pour lui c'est un arbitrage entre la quantité d'enfants et la qualité. La qualité, sous-entendu, l'investissement qu'on met dans un enfant en termes éducatifs, en termes d'infrastructures, en termes d'amour aussi, et que donc c'est bien connu, les enfants c'est la richesse des pauvres. Dans une société de subsistance, plutôt agricole d'ailleurs, un enfant c'est tout de suite une paire de mains qui peut venir vous aider dans les champs et qui tout de suite a un intérêt économique, pour parler comme un économiste, qui a un intérêt immédiat et vous avez un retour sur investissement, pour ainsi dire, très vite. Dans des sociétés plus riches urbaines, un enfant c'est un coût beaucoup plus long et qui met beaucoup de temps à se matérialiser. Donc ça, c'est pour ça que les pays riches font moins d'enfants que les pays pauvres. Après, ce qui est intéressant, c'est au sein d'un pays, ce qu'on voit, moi je pense qu'il y a vraiment une rupture économique générationnelle. En gros, le débat qu'il y a, c'est est-ce que c'est culturel ou économique? Est-ce que c'est les mentalités qui ont changé? Est-ce que c'est les jeunes d'aujourd'hui qui veulent plus faire d'enfants? Moi, ça, j'y crois pas beaucoup, cette thèse-là. Effectivement, on voit qu'il y a un développement des no-kids, de gens qui revendiquent un mode de vie sans enfants. Très bien, la fécondité, c'est quelque chose qui relève de la liberté individuelle, qui doit le rester absolument, en premier d'ailleurs lieu celle des femmes. Après, ce qui est intéressant, c'est l'infécondité involontaire, c'est-à-dire que vous avez un désir d'enfant qui reste quand même assez fort, on le voit dans les enquêtes. Mais ça, c'est intéressant, et on va peut-être voir les chiffres. Oui. En fait, vous le soulignez dans votre livre, mais si l'indice de fécondité chute, le désir d'enfant, lui, reste à peu près stable. En tout cas, il reste plus élevé que l'indice de fécondité, ce qui veut dire que les couples veulent plus d'enfants qu'ils n'en ont
réellement. Oui, c'est tout âge, un décalage confondu. Hein, donc c'est vraiment les Français de manière générale. Donc il y a un décalage entre le nombre d'enfants désirés et celui qu'on a effectivement, qui montrerait que peut-être il y a une volonté qui n'est pas concrétisée pour un certain nombre de facteurs. Oui, alors le désir d'enfant, c'est quasiment impossible à mesurer pour des raisons méthodologiques évidentes. Hein, vous pouvez changer d'avis. Est-ce que vous voulez d'enfants, vous voulez pas d'enfants? C'est tellement intime que vous n'allez pas forcément donner la réponse à laquelle vous croyez. Donc c'est très compliqué à mesurer. Mais il y a des enquêtes, et finalement celle-là auquel je fais référence dans le livre, qui est assez connue hein, d'ailleurs, c'est l'Eurobaromètre et l'UNAF qui a continué à faire ces enquêtes-là, montrent qu'en fait les Français effectivement souhaitent, en tout cas ils ont un nombre moyen d'enfants souhaités qui est de 0,5-0,6 enfants par femme supérieur au taux de fécondité. Donc il y a un écart qui me permet de dire qu'en fait il y a une frustration de ce désir d'enfant. C'est-à-dire que c'est pas que les Français veulent plus faire d'enfants, c'est qu'en fait ils sont bloqués. Il y a une forme d'impossibilité, de contrainte dans cette capacité à faire des enfants. Ça vient d'où? Ça vient de l'immobilier, effectivement. Aujourd'hui, vous avez des trentenaires qui sont en colocation ou qui habitent chez leurs parents, à des âges où leurs parents emménageaient dans des maisons avec jardin et faisaient des enfants. Et l'immobilier, c'est une cassure générationnelle. Le pouvoir d'achat immobilier a été divisé par 2 pour les nouvelles générations. Dans les grandes villes, vous avez perdu 20 à 30 mètres carrés de surface habitable pour quelqu'un qui est payé au salaire médian. Et donc, 30 mètres carrés de moins, c'est une chambre, 2 chambres d'enfants en moins. Donc là, en fait, vous avez beau vouloir faire des familles nombreuses, si vous n'avez pas la chambre en plus, vous êtes contraint. Le travail qui ne paye plus, alors ça, c'est pas moi qui le dis, il y a beaucoup d'économistes, Antoine Fouché notamment, qui en parle très bien. Aujourd'hui, vous avez un coin socio-fiscal, donc vous avez en fait une solidarité générationnelle, intergénérationnelle des actifs vers les retraités qui pèse comme jamais sur les nouvelles générations. C'est 1/3 aujourd'hui du salaire brut qui part dans les retraites. Ça, aucune génération par le passé n'a connu ça non plus. Donc ça prive aussi d'autant de moyens. Les modes de garde qui sont devenus inaccessibles. Enfin moi, à titre personnel, je suis bien placé pour en parler. On n'a pas assez investi là-dedans. Enfin, il manque de la place, il manque des effectifs, il manque des crèches. Et ça, en fait, c'est très important parce que ça réduit le coût d'opportunité pour les femmes d'avoir des enfants. Si vous avez un mode de garde accessible, abordable, proche de chez vous, en fait, vous pouvez faire des enfants en sachant que vous n'allez pas être pénalisé sur votre carrière, sur votre salaire, et que vous n'avez pas besoin en fait de sortir du marché du travail pour faire des enfants. Donc vous pouvez réconcilier vie professionnelle, vie personnelle. D'ailleurs, on voit que c'est dans les pays où le taux de participation des femmes au marché du travail est le plus élevé que la fécondité résiste le mieux. Notamment les pays du Nord. Notamment les pays du Nord. Et à l'inverse, vous voyez en Italie, par exemple, vous avez à peu près la moitié des femmes qui ne sont pas actives au sens économique du terme sur le marché du travail. Le taux de fécondité est très très bas. Donc en fait, ce sont les pays qui arrivent à faire cette conciliation qui marche mieux. Et donc je pense que tous ces éléments effectivement mis côte à côte. Puis il y a un dernier point quand même, c'est les crises économiques. On a un peu oublié, mais sur les 15 dernières années, on a vécu 3 crises économiques majeures. Je pense à la crise financière de 2008 qui s'est prolongée quelques années, la crise de la zone euro qui a fait quand même une belle récession dans la zone euro, ce qu'on appelle la décennie perdue, et puis après la crise du Covid. Et donc ça, en 15 ans, c'est quand même les actifs qui ont payé ces crises-là, puisqu'ils se sont retrouvés avec 3 grosses vagues comme ça qui, en fait, font stagner les niveaux de vie. En fait, ralentissent les perspectives de carrière, donc ralentissent les augmentations, ralentissent la perspective de pouvoir acheter un appartement, de pouvoir se mettre en couple, donc de pouvoir fonder des familles. Et donc tout ça est décalé, retardé. Et je ne dis pas que c'est la seule explication, bien sûr, il y en a plein d'autres. Il y a des aspects aussi sociologiques, technologiques, biologiques, mais c'est aussi une très grande partie de l'explication de la baisse des naissances. Non pas parce que les couples veulent plus faire d'enfants, mais parce qu'ils n'en ont pas la place. Et certains d'ailleurs en ont déjà 1 ou 2, voudraient en faire plus, mais ils sont contraints. Et ça aussi on le voit dans les enquêtes, à en fait limiter la taille de leur famille. On voit qu'il y a un grand tassement de la famille en France. Maintenant, la famille nombreuse, c'est une famille à 3, à 2. Vous aviez 25% des familles en France, dans les années 70, ils avaient 3 enfants en plus. Aujourd'hui, c'est plus que 16%. Donc vous voyez, les familles nombreuses se sont réduites et maintenant on fait un enfant, on en fait 2, voire 3 quand on a les moyens et la place et c'est fini des grandes familles, des grandes tablées comme on peut voir dans les films ou dans les livres. Ça a une influence aussi bien sûr macroéconomique qui pèse énormément. Nicolas Pavon-Monti, selon vous, c'est un facteur qui est plus culturel ou économique, une question de mentalité ou une question d'opportunité? Je pense que tout est lié, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des facteurs anthropologiques de long terme, l'allongement de la durée de la scolarisation, notamment la scolarisation des femmes, le déclin de la conjugalité aussi, on constate une forte corrélation partout en Occident entre la baisse de la part des individus qui vivent en couple et la part l'indice de fécondité. Ça peut d'ailleurs s'expliquer par l'immobilier aussi. Oui, bien sûr, tout est corrélé en la matière. Tout ça, évidemment, fait aussi que l'âge moyen au premier enfant a reculé de 3 ans en France depuis 1990. Donc tout ça, c'est assez structurel. On peut appeler ça culturel, anthropologique, ce qu'on veut.
Mais ce que montre l'écart entre le désir d'enfant mesuré de manière toujours imparfaite par les enquêtes et l'indice de fécondité effectivement constaté, c'est finalement tout le champ d'action de ce que peuvent être les politiques familiales. Les politiques familiales, effectivement, ce ne sont pas des politiques coercitives. C'est pas du pétainisme, il ne s'agit pas de forcer les gens à procréer, encore moins forcer les femmes à procréer. D'ailleurs, même les régimes illibéraux ou dictatoriaux n'arrivent pas à forcer leur population à faire des enfants. Il faut voir en la matière ce qui a été et ce qui reste l'échec de la politique poutinienne de relance de la natalité russe, ou plutôt de tentative de relance. Les politiques familiales, c'est vraiment des politiques de liberté. Il s'agit de permettre aux gens d'avoir autant que possible le nombre idéal d'enfants qu'il ou elle souhaite avoir, en leur donnant finalement les conditions concrètes pour ça. Et ce qu'il faut dire, c'est que le déclin de la fécondité et des naissances en France, il a été amorcé dès 2010, mais il s'est accéléré de manière assez nette depuis le milieu des années 2010. Et au milieu des années 2010, il y a eu une vraie rupture dans l'histoire de la politique familiale française, avec une série de mesures prises à l'époque du quinquennat Hollande, notamment la fin de l'universalité des allocations familiales, avec cette idée que finalement les politiques familiales devaient être conçues comme une politique sociale, de redistribution, et non pas comme une politique finalement de compensation horizontale du fait d'avoir des enfants, parce qu'avoir une charge d'enfant, c'est aussi investir pour l'avenir de la société. Donc donner des allocations familiales, c'est pas de l'assistanat, finalement c'est une compensation que la société se donne pour une contribution qui lui est faite, un ensemble d'autres séries de mesures, et finalement le travail de SAP qui a été fait sur la politique familiale française, qui était remarquablement stable, remarquablement pérenne, et dans une certaine mesure remarquablement efficace, en tout cas l'indice de fécondité français était meilleur que celui de ses voisins, peut expliquer au moins en partie le décrochage qu'on constate depuis une décennie. Oui, et d'ailleurs, il y a une étude qui a montré que la mesure de François Hollande sur les allocations familiales avait eu notamment un impact sur le 3e enfant des couples aisés. Deuxième enfant, oui. Ou le 2e ou 3e enfant. Pas sur la probabilité d'avoir un 3e enfant dans les couples voilà, c'est ça, qui ont déjà des enfants, exactement. Et là, effectivement, il y a eu une chute qui a été prouvée par des études. On en revient toujours à Gary Becker, finalement. Les individus, y compris quand ils sont en couple, sont des agents rationnels. Et finalement, il y a une dimension économique à la fécondité, il y a un coût de l'enfant, et l'arbitrage sur le fait d'avoir un enfant supplémentaire ou pas, il ne tient évidemment pas qu'à des considérations économiques, mais ces considérations ne sont pas sans rentrer en compte. J'aimerais qu'on parle des conséquences économiques et peut-être même civilisationnelles qu'a cette dénatalité. Qu'est-ce que c'est qu'un pays qui fait moins d'enfants et qui est un pays même sans enfants? Vous avez parlé du Japon tout à l'heure. Anne de Guigny, c'est quoi les conséquences économiques de la dénatalité? Ça donne une économie qui ressemble à quoi? C'est une économie sans innovation, une économie qui stagne un peu comme celle du Japon? C'est une économie sans croissance, tout simplement. Ce matin, je lisais, c'est pas de la lecture la plus amusante, mais ça fait partie de mon boulot, les dernières notes de Goldman Sachs sur l'économie européenne. Là, ils essayent de calculer la croissance potentielle. Bon, on ne va pas rentrer dans les définitions, mais grosso modo, la croissance dans la zone européenne hors conjoncture, quand tout va bien, en rythme de croisière. Et donc la croissance, c'est quoi? C'est les deux facteurs de production. Vous avez le capital, vous avez le travail, le capital, et puis grosso modo la productivité. Et ce qui m'a impressionné dans cette étude, c'est qu'ils mettent pour calculer cette croissance, donc qui est très faible, ils mettent un zéro facteur travail, parce qu'ils estiment que vu la natalité et le fait qu'en Europe ne veut plus ou veut beaucoup moins d'immigration, il n'y aura plus de croissance qui va naître du travail. Donc ça, c'est assez étonnant. Après, ils mettent un peu de croissance du côté capital et puis un petit peu de productivité. Et je crois, ça arrive à une croissance un peu en dessous de 1%. Donc là, on rentre un peu dans les chiffres, dans les mécanismes. Mais c'est vraiment ça. 100 personnes pour travailler, vous avez une économie qui s'étiole et qui s'effondre tranquillement. Donc il y a l'INSEE à calculer, avec des hypothèses qui sont bien plus favorables que celles d'aujourd'hui, donc avec un taux de fécondité de 1,8, donc en pensant que ce taux reste à 1,8, donc on voit bien qu'on est déjà, ça paraît déjà un truc assez idéal, et donc c'est un calcul qui a pourtant 3 ans, vous avez 75 milliards de PIB en moins en 2040. Ça c'est les mathématiques, et puis dans les détails, en France, il y a évidemment un énorme sujet sur la protection sociale, puisqu'on est dans on est dans un mécanisme de répartition. Les pays anglo-saxons, les gens sont grosso modo assurés eux-mêmes, donc ils dépendent moins des générations, il y a moins de solidarité entre les générations,
Et c'est vrai que pour la France, il y a vraiment une bombe sociale derrière, puisqu'on est dans des mécanismes de solidarité où les plus jeunes financent la protection des plus âgés. Et évidemment, si vous êtes de plus en plus âgés et de moins en moins de plus jeunes, le fardeau devient absolument intolérable pour les plus jeunes, avec du coup le risque, enfin pas le risque, la certitude si ça ne bouge pas, que les retraites vont durablement baisser. Si vous laissez les retraites, aujourd'hui c'est à peu près 15% du PIB, ce qui est déjà très élevé en Europe. On ne peut pas tellement augmenter plus, donc si vous le laissez à 15%, avec la démographie actuelle, c'est toujours cette note de l'INSEE, donc l'hypothèse 1,8, très élevée, les retraites baissent de 10% en 2040 et en 2050 de 40%. Oui. Donc voilà, c'est très concrètement des personnes âgées qui vivent dans la misère, voilà. Ou des jeunes actifs qui sont... c'est les jeunes d'aujourd'hui qui sont les retraités. Voilà, les jeunes d'aujourd'hui qui déjà... les jeunes d'aujourd'hui, des retraites 40% inférieures. Et en réalité, Maxime Zaïd, d'ailleurs, vous avez réagi, j'ai vu sur Twitter, enfin sur X, à l'hypothèse d'une abrogation de la réforme des retraites qui est quand même demandée par la moitié de notre classe politique actuelle, en disant que c'était tout simplement le sacrifice des jeunes générations au profit de la classe des retraités, et que selon vous, cette espèce d'obsession qu'on a sur les retraites et d'abroger cette réforme des retraites est le signe aussi d'un pays vieillissant qui sacrifie son avenir au profit du présent. En quoi est-ce que c'est symptomatique ? En fait, on fait un déni de démographie en France. On est dans une forme... On n'ose pas se regarder vieillir. Alors personne n'aime se voir vieillir dans un miroir, bien sûr, mais alors en plus collectivement, nous, on est vraiment dans un déni. On ne veut pas regarder. Alors qu'on vieillit, on vieillit comme jamais. La part des plus de 60 ans maintenant, la proportion des plus de 60 ans dans la population est supérieure à celle des moins de 20 ans. Donc la pyramide des âges n'a plus rien de pyramidal. En fait, il faut qu'on arrête de parler de pyramide, parce que la pyramide, c'est ce qu'on apprenait à l'école. Ça elle est en train de s'inverser. En fait. Ça devient, c'est en train de s'inverser. Au Japon, vous regardez, elle est vraiment inversée. Nous, c'est en train d'arriver. Et donc ça a des implications très fortes. Déjà sur l'économie, effectivement, l'économie, ça tourne bien quand vous avez de la main d'œuvre abondante, quand vous avez des jeunes qui viennent remplir les postes vacants, des bras, des cerveaux, et puis un marché du travail qui est dynamique. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est la raréfaction des jeunes dans la société et dans l'économie. Donc dans l'économie, vous avez en fait déjà des pénuries un peu partout. On manque d'auxiliaires de puériculture dans les crèches, on manque de soudeurs dans les usines, on manque de médecins dans les campagnes, on manque d'ingénieurs, de techniciens pour réindustrialiser. Même, vous voyez, l'armée de terre, l'année dernière, n'a pas atteint ses objectifs de recrutement. Enfin, on a ce problème-là aujourd'hui qu'il manque de travailleurs. On pensait qu'il allait manquer de travail, en fait il manque de travailleurs. On est dans une logique un peu inverse, ce que vous disiez. Et donc ça pèse fortement sur l'économie, d'autant plus que la productivité est plate. On a un problème dans les pays avancés, c'est qu'on n'a plus de productivité, parce qu'on pourrait compenser finalement cette baisse de quantité par un travail qui est beaucoup plus productif et qui permet d'aller de l'avant. Ça n'est pas le cas, et donc ça pèse très fortement effectivement sur la croissance et les perspectives économiques, et ça pèse aussi sur le modèle social, parce qu'en France on a tout misé sur la démographie. Le continuum de Daladier à De Gaulle, en passant par Pétain, cette politique familiale que tout le monde a été d'accord de mettre en place avant la fin de la Troisième République, sous Vichy et sous la Quatrième, c'était de dire on fait un système par répartition où on mise tout sur la démographie, mais du coup, en face, on met une politique familiale assez généreuse pour aider les Français à faire des enfants. Et encore une fois, on croyait que ça marchait. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Et le problème qu'on a, c'est que on a de plus en plus d'inactifs, de retraités, pour de moins en moins d'actifs. On a aujourd'hui 18 millions de retraités qui vont devenir 23 millions d'ici 2050. Et la population active ne croît plus. Et non seulement elle ne croît plus, elle stagne, mais en plus, elle va commencer à décroître. Alors ça aussi, les estimations de l'INSEE, moi je les trouve très optimistes, mais elles me disent en 2035, malgré d'ailleurs des soldes migratoires positifs, je pense que ça sera beaucoup plus tôt que ça. Et donc là, on a un problème de financement des retraites, bien sûr, mais plus que là, on a aussi la dépendance derrière, parce que les retraites, au moins, on a la tuyauterie. On sait comment c'est financé la dépendance, qui est un peu l'après-retraite. C'est tous les baby-boomers qui passent dans des âges où ça devient handicapant, où vous devez être pris en charge. Et ça, les familles, elles sont prises au dépourvu, parce qu'il y en a qui n'ont pas les moyens d'aller mettre en EHPAD, il y en a qui n'ont pas du tout envie d'aller en EHPAD, on peut les comprendre. Et donc cette question-là, ça c'est sociétalement
un gros point d'interrogation humain, mais aussi financier. Et en fait, du coup, on pensait vivre dans une société où vous avez une pyramidisation pyramidale, une jeunesse qui est toujours abondante et des générations qui se renouvellent toujours. Et en fait, c'est fini. La pyramide des âges n'est plus pyramidale, les générations se renouvellent plus et la jeunesse n'est plus abondante et n'est plus majoritaire. Et ça, et mon dernier point, c'est que ça change aussi l'état d'esprit d'une société. Je relisais les mémoires de Raymond Aron et il finit ses mémoires en disant le pire dans la dénatalité, c'est un état d'esprit d'abdication de fin du siècle. Concrètement, c'est le c'était mieux avant. Alors, on l'entend partout, on a l'impression, alors surtout quand on est jeune, moi je me dis c'est quand même un peu bizarre, un pays qui passe son temps à regarder en arrière, mais c'est aussi un peu logique quand vous regardez la composition de la population. Forcément, quand vous avancez dans l'âge, vous commencez à regarder un peu en arrière, et quand c'est collectif, le c'était mieux avant a remplacé le ce sera mieux demain, la nostalgie destructrice a remplacé la destruction créatrice, le goût du risque, il a été remplacé par la peur du changement, par le statu quo, et ça pour le coup on le voit aussi au Japon, on le voit aussi en Italie, ça change vraiment politiquement, sociétalement l'état d'esprit d'une société, et c'est presque défaitiste. Et c'est ce que disait Raymond Aron déjà dans les années 70-80. Malheureusement, ça se vérifie d'ailleurs assez bien sur, par exemple, les brevets déposés, sur les investissements en recherche et développement, sur les innovations. Les pays vieillissants, les pays qui perdent en tout cas des enfants et qui vieillissent d'autant plus, ce sont des pays qui sont de moins en moins dynamiques, de moins en moins innovants et de moins en moins prêts à prendre leurs risques. Et donc ça pose quand même des grosses questions sur les perspectives de nos sociétés, pas que de nos économies. Nicolas Pour-Mondy, sur cette espèce de pessimisme, en fait, de suicide démographique à petit feu qui est le fait de nombreux pays, mais spécifiquement de l'Europe et de la France. Est-ce que vous jugez, vous aussi, qu'elle a une espèce de mentalité d'abdication qui se met en place ? Oui, clairement, il y a cette idée que l'avenir n'a plus d'intérêt, c'est ça globalement. Alors, il y a différentes raisons à ça, il y a un mélange de valeurs hédonistes, individualistes, ça peut relever du poncif, mais ça relève aussi d'aspirations nouvelles dans la société. On voit un certain nombre de discours idéologiques ambiants, notamment autour de l'écologie, avec cette idée fort peu rationnelle selon laquelle, pour préserver une planète viable pour les générations futures, il faudrait qu'il n'y ait pas de génération future. Donc c'est un concept en soi. Donc en la matière, il y a une crise culturelle. Et la question est de savoir ce que peut le politique. Et la question des politiques familiales, elle est vraiment au cœur même de ce qu'est le rôle de l'État. Elle est vraiment dans le cœur de la question de ce que peut faire l'État dans un régime démocratique. Parce qu'on est à la lisière entre un principe de non-ingérence de l'État dans la vie des familles et en même temps un principe de non-indifférence. Parce que le rôle de l'État, c'est aussi de faire en sorte justement que la population active se renouvelle, que la nation vive, se développe, investisse, se projette dans l'avenir. Et ça ne peut pas se faire avec des niveaux de natalité qui sont structurellement en dessous du seuil de renouvellement. Et moi, je ne vois pas vraiment d'autres alternatives, néanmoins. Même si ces politiques sont difficiles à mener, elles me semblent les seules soutenables sur le long terme. Parce que pour ce qui est de renouveler la population active, on parle souvent du recours à l'immigration. Voilà, oui, je voudrais qu'on en parle. Bien sûr. Parce que l'immigration n'est pas indispensable, en tout cas à court terme, pour pallier ce déclin démographique. Alors, une certaine immigration peut être un pansement temporaire, effectivement, à poser sur des secteurs de la population active qui sont en pénurie, clairement. Ça, notamment sur la dépendance et le grand âge, ou même la question, vous parliez des modes de garde, sans immigration, les modes de garde, pour que les femmes justement continuent à faire des enfants sans recours à l'immigration et pour la population vieillissante, ça paraît aujourd'hui très compliqué à réaliser. C'est certain, mais il ne peut s'agir que d'un palliatif de court terme. D'abord parce que les immigrés qui viennent en l'occurrence pour travailler, pour rejoindre cette population active, à terme vieilliront, eux aussi, rejoindront la cohorte des retraités, c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. À côté de ça, se pose aussi la question de la nature de l'immigration reçue. En France, on a cette spécificité d'avoir une immigration globalement moins intégrée au marché du travail et plus pauvre qu'ailleurs en Europe. Renouveler la population active, c'est une chose, mais il s'agit peut-être avant tout de savoir quelle est la part d'actifs occupés, quelle est la part d'actifs en emploi. Pour vous donner juste une donnée, donc c'était les bases de l'OCDE pour l'année 2020, cette année-là, on avait à peine la moitié, 51%, des étrangers extra-européens en France en âge de travailler qui occupaient un emploi. Donc c'était 14 points de moins que les Français et c'était un des taux les plus bas parmi les étrangers extra-européens de tous les pays de l'UE. Donc au-delà de la question du nombre, finalement, se pose aussi la question du type d'immigration qu'on reçoit. Aujourd'hui, dans le total des titres de séjour en cours de validité, l'immigration pour motif professionnel, celle qui a pour but initial principiel de renouveler la population active ou de la compléter, c'est à peine 10% du total. Sur les titres accordés en 2023, les premiers titres, c'est 17%. Donc en la matière, finalement,
une société qui ne compte que sur un apport extérieur sans cesse renouvelé et sans cesse à renouveler pour combler sa population active, d'abord se condamne à des solutions qui ne sont que de court terme, et si elle tient à recourir à ces solutions de court terme qui peuvent s'entendre, gagnerait à regarder la nature des flux qu'elle reçoit. Maxime Sbailly, dans votre livre, vous dites qu'il y a 3 chemins possibles, l'immigration, la robotisation, c'est le choix du Japon qui refuse l'immigration et qui investit dans des robots, ou la relance de la procréation et de la natalité. Est-ce que vous avez l'air de dire que les 3 chemins sont en tout cas insuffisants, en tout cas difficiles à mettre en œuvre. Alors, il n'y a pas de solution ? Il n'y a pas de solution miracle. En termes de natalité, il y a beaucoup d'interrogations, très peu de certitudes et pas de solution miracle. En tout cas, ceux qui vous donnent la solution miracle, c'est des charlatans, je vous le dis tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué. Mais en fait, c'est vrai, dans ce livre, je fais un peu un tour du monde démographique et j'essaie de regarder comment font les autres pays, parce qu'on n'est pas les seuls à être confrontés à ça. Comment font les autres pays qui sont confrontés à la dénatalité, qui dure et qui, du coup, économiquement, commencent à être très contraints. Donc, vous avez ceux qui misent tout sur la procréation, qui en fait ils mettent tout dans les bébés, ils veulent des bébés, donc ils mettent le paquet, il y a des prêts bonifiés, des exonérations fiscales, certains pays font même des chèques directement. En Russie, vous avez des régions qui font même des fêtes de la procréation, où c'est un jour férié, où on incite très fortement les jeunes couples à rentrer chez eux, et si au bout de 9 mois c'est fécond, vous gagnez un frigidaire, une voiture, voilà. Singapour a essayé de faire la nuit de la conception aussi. Bon, tout ça n'a eu aucune incidence sur les taux de natalité. On voit que, en fait, il y a une décorrélation entre l'argent qui est dépensé et les taux de fécondité. En fait, c'est pas parce qu'on met de l'argent que la fécondité repart à la hausse, parce que, comme je disais, c'est un environnement, c'est de l'immobilier, c'est un état d'esprit, c'est la place, les moyens, c'est les salaires qui payent, un travail qui paye. Bon, c'est beaucoup de choses en même temps. Donc, beaucoup de pays le font, mais ça ne marche pas très bien. C'est très limité. Et donc, ceux qui veulent prendre un raccourci, ils prennent l'immigration. C'est par exemple le cas de l'Allemagne. L'Allemagne, ils ont un sol naturel donc, qui est négatif depuis les années 70. Et donc eux, ils compensent un sol naturel négatif par un sol migratoire extrêmement positif. Et donc en fait, ils vont chercher les actifs à l'étranger. Ils importent les actifs qui leur manquent. Alors, d'un point de vue économique, ça fait sens, surtout quand vous avez autant de postes vacants et que vous avez des tensions un peu partout sur votre marché du travail. Ça pose des questions d'intégration. En fait, l'équation, elle est plus qu'économique, là. C'est aussi sociétale, culturelle. Donc, il faut prendre l'équation en tout. Mais on voit que les pays comme les États-Unis, l'Australie, le Canada, qui ont cette habitude-là, sont ceux, en fait, qui vont préserver leur population active et qui, donc, sur un espace de 10, 20, 30 ans, sont ceux qui peuvent s'en sortir le mieux économiquement. Et puis après, vous avez des pays qui font plus de bébés et qui ne veulent pas d'immigrer. Certains pays asiatiques sont comme ça, le Japon par exemple ou la Corée du Sud, qui n'ont pas du tout l'habitude en fait de faire venir des étrangers, d'avoir un recours à l'immigration pour des raisons historiques, traditionnelles, culturelles. Et donc eux, ils misent sur les robots. Le Japon, ils veulent remplacer, ils vont manquer de 11 millions d'actifs d'ici 2040. Donc c'est vraiment la question, elle se pose gravement. Enfin, il manque vraiment de main-d'œuvre de partout, ça se ressent au quotidien au Japon. Donc est-ce qu'on met des robots? Alors ça marche dans l'automobile, c'est facile d'automatiser une chaîne de production automobile. Automatiser une maison de retraite, c'est pas la même histoire. Même si vous êtes aussi robophile que les Japonais et que vous acceptez d'être aidé au quotidien par des robots, d'aller confier votre mère ou votre grand-mère à un robot toute la journée, ça pose quand même question. Et encore plus quand c'est votre enfant, votre bébé dans les crèches. Donc en fait, il manque d'ailleurs de main-d'œuvre. Vous parliez d'ailleurs en France aussi, dans les EHPAD et dans les crèches, c'est le même combat. Il manque des effectifs de partout. Donc le Japon revient un peu aussi de ça. Ils robotisent autant qu'ils veulent, autant qu'ils peuvent. Donc c'est quand même très compliqué pour eux. Il y a l'IA qui est un peu une grosse promesse, qui pourrait donner un coup de fouet à la productivité. Bon, on ne sait pas exactement à quel horizon, on ne sait pas dans quelle envergure, mais ça pourra combler quelques manques, mais enfin ça ne résoudra pas tout. Anne de Guigné. Oui, mais sur l'IA, en fait, je pense qu'on va se retrouver dans une situation assez étonnante. On voit les premiers effets de l'IA, c'est les métiers des avocats, les comptables qui sont transformés. Mais est-ce que des contingents d'avocats et de comptables ont envie d'aller travailler dans les crèches ou dans les EHPAD? C'est peut-être le défi des 10 prochaines années. Mais voilà, on voit que c'est d'autres questions derrière. Mais on va reparler des solutions, mais juste sur la question de l'immigration et des retraites, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un discours un peu de vérité des politiques en France? C'est-à-dire qu'on voit qu'on a une population française qui à la fois veut
veut préserver des acquis sociaux et en même temps rejette l'immigration, est-ce qu'il ne faudrait pas des politiques qui disent écoutez, vous ne pouvez pas avoir à la fois pas d'immigration et en même temps la retraite à 62 ans, il va falloir choisir. Ça c'est sûr, Eugénie, les plateformes politiques qui préconisent l'arrêt du travail à 60 ans et pas d'immigration, ça ne marche absolument pas. En effet, donc s'il n'y a pas d'immigration, il faut tous les comptables y travailler dans les EHPAD. Enfin, une fois que leur IA aura bien renouvelé leur métier. Et puis, il faut que tout le monde travaille jusqu'à 75 ans. Non, mais il y a des débats. Non, et c'est vrai qu'on gagnerait à avoir des discours politiques plus honnêtes sur la question. Et puis, sur les retraites, il y a ce sujet très tabou qui rentre doucement de la capitalisation. Et vous savez, en fait, au départ, c'est Jean Jaurès qui avait amené la capitalisation en France. Tout le début du XXe siècle, on a eu un système de retraite par capitalisation. Mais vous savez, années 30, les grandes crises financières, donc beaucoup de gens ont perdu beaucoup d'argent et c'est pour ça que sous Vichy, mais c'est pas lié à Vichy, c'est des réflexions déjà avant Vichy, on est passé à la répartition. Mais aujourd'hui, on voit bien que le système ne marche plus, donc il va falloir aussi revoir. Donc en effet, il y a beaucoup de sujets. Et en plus, la finance a fait des progrès depuis les années 30. Avec les dérivés ont apportent des risques, mais aussi permettent quand même d'assurer une certaine rentabilité. Donc en effet, il y a beaucoup de tabous en France et on gagne. De toute façon, on n'a plus le choix. Il faut regarder en face tous ces sujets. Le sujet en effet immigration, travail, retraite, capitalisation. Je pense que ça fait partie évidemment des réponses et c'est complètement irresponsable de l'exclure. Donc oui, je ne sais pas si les prochaines années vont nous permettre d'avoir tous ces débats, espérons. Maxime Bailly, il y a une solution qui m'a beaucoup plu dans votre livre, c'est vous dites si on mettait à contribution les retraités. Notamment pour travailler par exemple dans les crèches, justement, dans les EHPAD, avec un complément de revenu évidemment, mais mobiliser peut-être, rééquilibrer en fait le déséquilibre entre générations et peut-être mettre à contribution des retraités qui sont aujourd'hui encore jeunes, encore en bonne santé et qui pourraient évidemment contribuer aussi au travail en fait. Oui, parce qu'on est le pays riche après le Luxembourg, on parle plutôt à la retraite. Enfin, on finit plutôt les carrières, et c'est encore le cas. Et donc, alors qu'en fait, il faudrait qu'on travaille tous plus longtemps et davantage. Donc, il faudrait qu'on mette à travailler les gens qui sont en âge de travailler. On est en train de le faire. Les taux d'emploi, les taux d'activité, ils battent des records en France. Il y a encore de la marge. Travailler plus longtemps, effectivement, on a des tabous qui sont devenus des totems politiques, mais il faut le repousser. Tous les autres pays l'ont fait, et nous aussi, si on veut au moins alléger la facture. Mais aussi parce qu'on a un manque de main-d'œuvre. Et donc, vous avez effectivement ces 18 millions de retraités en France. Beaucoup, alors c'est intéressant parce qu'il y a le New York Times qui avait un article là-dessus qui expliquait les grands-parents qui désespèrent d'être grands-parents. Parce qu'il y a aussi, vous voyez, dans cette baisse de la natalité, il y a aussi dans la famille des drames. Alors en Chine, on a les familles entonnoirs, vous avez un petit enfant pour 2 parents et 4 grands-parents. Mais en France, on s'oriente aussi vers ce genre de dispositions. Les grands-parents qui sont tristes, qui ont des enfants no kids en fait, qui n'ont pas eu eux-mêmes. Petits-enfants et qui rêveraient d'avoir des bébés dans les bras. Je caricature un peu, mais c'est vrai qu'en fait, c'est aussi une main-d'œuvre. Alors moyennant rémunération, moyennant formation. Moi je viens du Var, on a des villages où on a beaucoup de retraités et on n'a pas assez de personnel dans les crèches. On a des retraités qui rêvent de s'occuper de bébés et on a des crèches qui manquent de personnel pour s'occuper des bébés. Donc je pense qu'il y a des choses à faire. Michel Barnier, dans son discours de politique générale, l'avait dit. Il avait dit en fait ça pourrait être intéressant de demander aux retraités volontaires, bien sûr, il s'agit de forcer personne, mais en fait de reprendre une activité justement. Et je pense que l'intergénérationnel est une piste pour justement essayer d'aider, d'alléger, et du coup pour prendre soin peut-être des parents qui retournent travailler. C'est pas anodin, on a besoin aussi des actifs sur le marché du travail, et donc qu'ils puissent en fait confier leurs enfants à la crèche. Donc ça c'est une piste, je pense, intéressante, mais en fait la meilleure piste c'est quand même de repousser le plus loin possible l'âge de départ à la retraite pour augmenter le taux d'emploi des seniors. Si on avait le même taux d'emploi que l'Allemagne, aussi bien chez les jeunes que chez les seniors, on aurait 50 milliards déjà de factures sur la retraite en moins par an. Donc en fait il faut qu'on travaille plus, il faut qu'on travaille plus longtemps, tous les âges, les jeunes et les plus âgés, sauf qu'effectivement aujourd'hui on est un peu dans une forme de déni, c'est le déni de démographie, on ne comprend pas que c'est en train de changer très vite et qu'on ne pourra plus avoir une natalité basse, une population active qui reste stable et un niveau de vie tel qu'on l'a aujourd'hui. Et le problème d'ailleurs c'est que ce niveau de vie il est en train de stagner pour les actifs. On a priorisé les retraités, je vous rappelle que sur les 2 dernières années quand même les retraites ont augmenté plus vite que les salaires, c'est quand même la première fois que ça arrive, c'est-à-dire que quand vous êtes retraité vous avez des
revenus qui augmentent plus vite que les salaires qui payent les retraites. Donc ça, c'est quand même assez paradoxal. Et c'est aussi, je pense, un mauvais agencement, vous voyez, politico-social de cette démographie, où il faut redonner la priorité à la jeunesse, en fait. Il faut redonner la priorité aux jeunes générations, il faut redonner la priorité à la petite enfance. J'ai réalisé, en faisant mes recherches, qu'il y avait 10 milliards qui quittaient tous les ans la Caisse nationale d'allocation familiale pour aller financer la Caisse nationale d'assurance vieillesse. C'est pour les droits familiaux à la retraite. Alors ces droits familiaux, il ne faut pas les remettre en cause, mais peut-être que ces 10 milliards peuvent être mieux utilisés en étant réinvestis dans les salaires des puéricultrices, dans les facilités, dans le service public de la petite enfance qui est en train d'être mis en place, et que en fait ces 10 milliards, ils peuvent être financés par les retraités par une logique intragénérationnelle où c'est les retraités riches qui permettent de payer pour les retraités pauvres. Je pense qu'il faut quand même qu'on commence à basculer sur, vous voyez, d'autres moyens de financement, parce que sinon on va finir par faire plomber les comptes publics, c'est déjà le cas, asphyxier définitivement les actifs, et après on s'étonnera qu'il y ait de moins en moins de naissances. Nicolas Pont-Monti, vous avez réfléchi, je crois, à l'Observatoire de l'immigration et de la démographie à des solutions de politique familiale. Quelles seraient, selon vous, des pistes qui pourraient permettre, évidemment, il n'y a pas de solution miracle, mais de relancer cette dynamique de natalité? Alors je confirmerai avec Maxime qu'il n'y a pas de solution miracle. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des grands axes de priorité. L'espace, le temps, l'argent. L'espace, c'est évidemment la question du logement. On y revient. On a une crise du logement aujourd'hui en France qui est aggravée par un certain nombre de dispositifs. On peut penser au principe de zéro artificialisation nette. On vient d'une forme de malthusianisme écologique qui crée des difficultés concrètes pour les familles. Donc il va falloir clairement inverser cette tendance-là. La question de l'argent, dit comme ça, c'est cru, mais j'y reviens. Les individus, y compris en famille, sont des acteurs économiques rationnels. Je pense que le rétablissement de l'universalité des allocations familiales est quelque chose à faire, à tenter, parce que ça a marché. Évidemment, ça peut être compensé par ailleurs. On a des instruments très classiques de politique familiale française qui marchent bien. Je pense au quotient familial, le quotient familial dont la portée a été plutôt restreinte au cours des dernières années. Et puis la question du temps, alors là, finalement, entre en contradiction la nécessité effectivement de travailler plus d'une part, et d'autre part, le fait que les politiques de temps libre sont aussi plutôt favorables à la fécondité. C'est-à-dire que parmi l'ensemble des mesures qui ont créé une atmosphère de fécondité plutôt bonne en France entre les années 90 et 2010, il y a eu par exemple les 35 heures. Les 35 heures qui ont beaucoup de défauts par ailleurs, mais qui en tout cas, pour ce qui est de la capacité à se projeter dans une vie familiale sereine, confortable, ont pu jouer un rôle. Donc c'est finalement en activant tous ces leviers à la fois, et d'autres, qu'on peut espérer stimuler quelque chose. Et la dernière partie, à côté de l'argent, l'espace et le temps, c'est l'atmosphère finalement. Et là, j'y reviens. Ce que peut faire une démocratie libérale quant à l'atmosphère favorable ou non à la famille, favorable ou non au fait d'avoir des enfants, beaucoup d'enfants, au regard positif jeté sur l'enfantement, c'est délicat. Si vous allez en Hongrie, la Hongrie qui est un pays dit libéral, qui a mis en œuvre des politiques très, très lourdes, très coûteuses, très ambitieuses de soutien à la famille, vous voyez qu'il y a partout des affiches « La Hongrie, pays ami des familles, pays ami des familles », énormément de moyens. Pour autant, l'indice de fécondité, s'il a augmenté, reste en dessous de 1,6 enfants par femme. Oui. Donc, il est quand même passé de 1,25 à 1,5. Absolument. Après avoir, il stagne depuis, mais finalement, le cas de la Hongrie montre ce que peut faire le politique quand il met beaucoup de moyens, mais montre aussi les limites de ce que peut le politique, y compris quand il est très volontariste. Anne de Guigné, un mot pour terminer ? Oui, et peut-être un point qu'on n'a pas abordé, et c'est le sociologue Julien Damon qui en parle beaucoup, c'est justement la conjugalité, d'aider les gens à se rencontrer, d'aider les couples à se former, et notamment les couples qui ont besoin de se reformer, notamment les familles monoparentales, avec les mères seules qui sont complètement absorbées par le soin de leurs enfants, le fait de travailler, et qui n'ont pas une seconde. Donc lui, il a des propositions assez originales, que les CAF organisent des balles populaires avec tous les allocataires. Je ne suis pas sûre que c'est un énorme succès. Voilà, non mais c'est l'idée intéressante de recréer des lieux, simplement, où les couples peuvent se former. Dans un monde où tout le monde est de plus en plus en silo, et il n'y a pas tellement de lieux, il y a de moins en moins de lieux apparemment de rencontres. Et ça, c'est assez intéressant, c'est ce que vous disiez, il y a moins de conjugalité, et c'est quand même la racine de la question. C'est la cause amont. Voilà. Écoutez, en attendant l'invention d'une Tinder de service public qui m'effraierait un petit peu, surtout venant de notre service public. En tout cas, je vous dis à tous, merci beaucoup pour ce débat absolument passionnant. On a abordé énormément d'enjeux. C'est un défi absolument majeur que cette crise démographique. Et pour creuser cet enjeu, je vous invite à lire le livre de Maxime Bailly, Les balançoires vides, qui fait vraiment le point de façon remarquable sur les conséquences de la dénatalité. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Club Le Figaro Idée. Bonsoir.